Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Nous parlons souvent sur ce podcast de DuckDB. Vous le savez, c'est le moteur de base de données qui a révolutionné notre monde de la data ces dernières années. Et ce que l'on connaît un peu moins, c'est MotherDuck, la société qui est à côté de DuckDB. Et donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mehdi Ouaza de la société MotherDuck qui va nous décrire toutes les capacités qu'offre MotherDuck en termes d'environnement qui permet de faire un cloud data warehouse basé sur DuckDB. Il va nous faire une démo et donc c'est aussi la bonne occasion pour vous, si vous êtes juste auditeur de ce podcast dans sa version audio, de basculer sur le format YouTube puisque Mehdi nous fera une démo de MotherDuck et de DuckDB. Je suis Vincent Huchling, je suis le cofondateur de ce podcast. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Sans plus tarder, attaquons cet épisode et accueillons Mehdi. Salut Mehdi, comment ça va? Bah écoute, ça va. Je crois que c'est l'hiver qui approche et du coup je me suis chopé un peu. Mais du coup je parle comme un canard, donc je pense que c'est le Ah, thème un peu écoute, tic, mais sinon la forme. c'est effectivement le thème. Euh, Mehdi, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, te présenter, dire un petit peu quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être chez MotherDuck, dont Oui, on parlera tout de suite après. oui, tout à fait. Donc bah, je travaille comme data engineer depuis 2014, donc bah, ça fait 10 ans. Et j'ai commencé ma carrière plutôt du côté BI, et puis j'ai été très vite sur le Big Data qui à l'époque était on-premise et qui était un cauchemar à mettre en place. Et donc j'ai surfé un peu sur la vague de distributed computing, et puis après avec l'arrivée de cloud. Et voilà, j'ai rejoint quelques boîtes tech ces dernières années, depuis Berlin, Klarna, puis Back Market et Trade Republic. Et puis finalement, j'avais commencé à faire du contenu aussi en data engineering. Maintenant, je crois que ça fait 3 ans que je fais du contenu sur YouTube et aussi en blog. Et à un moment, ça prenait beaucoup trop de place et c'est quelque chose que j'aimais bien. Donc décidé de me réorienter en tant que DevRel ou Developer Advocate. Et là, donc, j'ai rejoint MotherDuck pour cette raison-là. Donc, c'est un type de métier où bah, je code toujours en fait quasiment autant que quand j'étais data engineer, mais il y a une partie en fait de ce code qui est vraiment à destination de éducationnelle et pour permettre aux autres gens de monter en compétences autour de DuckDB ou de data engineering en général. Et donc voilà, maintenant je fais 2 fois plus de contenu, donc j'ai toujours mon channel YouTube personnel, etc. Mais j'ai aussi le channel YouTube de MotherDuck, etc. que je fais aussi. Et puis pas mal de blog posts chez MotherDuck sur des features, sur Ouais, des ouais, choses comme ça, bien sûr, ouais. où vous faites ça. Euh, alors, pour pas mal de gens, il est assez probable que pour pas mal de gens, la relation MotherDuck-DuckDB soit pas quelque chose d'extrêmement clair, Ouais, que les gens comprennent pas. On sait que DuckDB, effectivement, est un projet open source qui a été créé par des universitaires, qu'il y a une ouais. entreprise qui, derrière, fait du support autour de DuckDB. Et puis, il y a MotherDuck. Et donc, la manière de laquelle les trois s'articulent, effectivement, est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on détaille pour nos auditeurs. Ouais, ouais, tout à fait. Mais donc, les deux entités principales à comprendre, parce que derrière la fondation DuckDB, c'est vraiment pour but que DuckDB reste open source pour toujours. Mais derrière, donc, les gens qui maintiennent ce projet-là open source, c'est DuckDB Labs. Et donc, ce projet-là, en fait, de DuckDB, de toute façon, il est initialement né à Amsterdam par Mark et Hannes, qui sont respectivement CEO et CTO de DuckDB Labs aujourd'hui. Et très simplement, en fait, Jordan, le CEO de MotherDuck, donc avant de construire MotherDuck, qui est aussi le founding engineer de BigQuery, Ouais, c'est ça. en fait Jordan aussi. Tigrani, c'est ça? Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, Et ouais. lui voulait créer donc une entreprise à un moment, faire sa propre boîte autour d'une base de données.
Et donc, il a contacté Hannes et Mark et eux, vu qu'ils viennent, donc ils sont liés fortement au CWI, qui est le Centre Institut de Recherche à Amsterdam. C'est là où le projet est né. Ils ont encore beaucoup de students, de PhD qui viennent aussi, qui travaillent, certains après passent plein temps chez DuckDB Labs. Donc, c'est vraiment un pôle, je veux dire aussi de recherche. Et c'est un peu le mindset aussi et le profil de Mark et Hannes. Et donc, il y avait cette discussion, en fait, ils préfèrent continuer sur cette voie-là plutôt qu'avoir la voie, je vais dire, de VC, d'investissement et start-up, qui est plus la voie de Ouais. Motherduck, voilà, de commercialisation. Et donc, ils ont eu un accord, il y a un accord officiel, donc on est partenaire, et il y a un blog aussi sur DuckDB Labs que tu peux référencier là-dessus, qui discute de cet accord, comment il fonctionne entre Motherduck et DuckDB Labs. Mais c'est un peu l'histoire, donc, de dire que voilà, Jordan voulait faire une commercialisation de DuckDB et que Hannes et Mark voulaient collaborer, mais étaient vraiment plus axés sur la recherche et laisser se concentrer pour que DuckDB reste open source. Donc voilà, c'est un peu un nouveau type de business model dans l'open source, parce que typiquement, les projets open source sont directement soutenus par les entreprises qui vont le commercialiser. Ici, donc, Motherduck n'est pas l'auteur ni le créateur originel de DuckDB open source. On contribue évidemment activement parce que ça nous aide aussi dans le setup de Motherduck. On travaille avec aussi DuckDB Labs pour qu'ils mettent certaines features en place. Mais il y a en fait pour un pour et un contre cette indépendance du projet open source. C'est-à-dire que si il n'y aura pas, je pense qu'il y a des discussions, il y a eu des situations dans le passé en data où il y avait des entreprises qui vraiment systématiquement cachaient des features qui étaient open source pour les commercialiser. Ici, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on va demander à DuckDB Labs de mettre en place, ce sera toujours open source. Ce sera pour nous aider sur notre produit commercial. Mais il y a vraiment cette distinction où le projet open source a une liberté complète. Ouais, parce qu'on reviendra sur la manière de laquelle Motherduck fonctionne, mais à un moment donné, vous n'avez pas une version spécifique de DuckDB, vous avez des extensions qui vous sont propres, qui sont pluguées dans Ouais. DuckDB, mais vous n'avez pas de version build Non. spécifiquement pour vous. Vous n'avez pas des choses qui ne sont pas encore open sourcées, comme ça peut être le cas chez certains produits. Ouais. Si on se souvient de l'ère Hadoop ou des choses comme ça, où certains Exactement, providers Hadoop avaient des versions d'Hadoop qui leur étaient propres et ensuite éventuellement y contribuaient dans le projet global. Ouais. Ces modules supplémentaires, là, pour le coup, vous êtes presque à la remorque. C'est-à-dire que moi, si demain, j'ai envie de créer une offre de data warehousing autour de DuckDB et de construire quelque chose avec, j'ai les mêmes armes que vous pouvez avoir. Alors, évidemment, vous avez des relations un peu plus de proximité, ce qui fait que vous pouvez peut-être influer un peu plus qu'un autre sur la roadmap. Mais au final, vous faites qu'utiliser le DuckDB standard. Et c'est là que la chose est assez passionnante, quoi. Et on a aussi des références dans notre documentation un peu sur l'architecture, parce qu'en fait, et on peut en parler de la valeur ajoutée de Motherduck, parce que oui, n'importe qui peut prendre DuckDB aujourd'hui et le mettre dans le cloud, mais il y a vraiment en fait un objectif qui est différent initialement des auteurs en fait à la base, qui est single node, single player au niveau de DuckDB. Et à l'approche de Data Warehouse, il y a vraiment une approche de multiplayer et une gestion en fait qui n'a pas été designée spécifiquement pour DuckDB. Et donc, DuckDB Labs nous dit toujours qu'on pousse vraiment DuckDB vers des nouvelles contrées parce que on essaye certaines choses. Donc nous, on doit rajouter cette layer qui est vraiment une layer Motherduck, ok. Mais on doit aussi être sûr que ça marche avec le design initial de DuckDB. Et donc, il y a vraiment beaucoup de recherche dedans et c'est vraiment un terrain inconnu dans le sens où il n'y a pas beaucoup de gens, il y a vraiment très peu de gens en fait qui ont mis une base de données où il n'y en a pas du tout, en tout cas à ma connaissance,
dans le cloud qui est in process. SQLite, il y a eu des services et il y a des services qui le font, mais ça n'a pas été, c'est pas dans le but analytique et donc il y a d'autres exigences aussi là-dessus. Ouais, c'est certain qu'effectivement, toute la partie gouvernance, entre guillemets, capacité, gérer les capacités d'accès aux ressources sous-jacentes, enfin tout ce genre de choses-là, sont pas prévues au départ dans DuckDB. Alors même si la plupart des auditeurs de ce podcast ont déjà une très bonne connaissance de DuckDB, parce que je leur en ai parlé à de maintes reprises, on va très brièvement rappeler ce que DuckDB est et quel est l'objectif de DuckDB. Tu as parlé de SQLite et effectivement, on fait souvent le parallèle en disant DuckDB, Ouais, c'est le SQLite pour faire de l'analytique finalement. ouais, C'est quelque chose qui n'est pas, et c'est ce que j'avais donné dans mon intro quand j'avais fait un talk au Vox Day Luxembourg sur DuckDB. J'avais dit, ça n'est surtout pas un serveur de base de données. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas un service que vous allez pouvoir laisser live et interroger au fur et à mesure du temps. Donc, DuckDB, c'est avant tout un moteur d'exécution de query qui va vous permettre de faire des workloads analytiques SQL et avec une très bonne performance. ouais. Et je crois que le gros challenge, enfin la force, je dis toujours, la force et la faiblesse de DuckDB, c'est sa versatilité ou Ouais, tout à fait, c'est le mot. J'essaye de changer un mot en français. Parce que comme en fait tu peux l'installer sur le côté client sans aucune dépendance serveur, comme tu l'as mentionné, il peut aussi tourner dans le browser en WebAssembly. Absolument. Donc tu peux le mettre vraiment partout, tu peux l'utiliser pour l'analytique. Ça a aussi son propre format de données. Donc DuckDB, c'est une base de données, c'est pas juste un processing engine ou une processing library comme tu pourrais dire sur Pandas ou Polars. Il y a vraiment une base de données laquelle tu peux stocker des données en format DuckDB. Et donc, vu qu'il y a toute cette feature, c'est assez difficile parfois les gens de se dire, oui, mais attends, sur quoi je peux l'utiliser? C'est un peu un couteau suisse. Ouais. Et en fait, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. On peut l'utiliser pour des choses très, très, très simples pour commencer. Et c'est là que je pense ce qui est compliqué par rapport à d'autres types de technologies. Mais aussi, comme je disais, aussi une force, c'est que les gens vraiment l'utilisent de manière vraiment très différente. Et je veux dire, l'entrée aussi à l'utilisation est très basse. Moi, je l'ai par exemple commencé à l'utiliser pour débugger des fichiers sur S3, sur Object Storage, que ce soit AWS ou GCP. C'est typiquement, tu as des pipelines qui tournent et tu as un fichier parquet qui est corrompu. Et systématiquement, en fait, si tu dois débugger ces fichiers-là, bah, c'est pas évident. Tu dois soit le télécharger ou alors ouvrir un notebook, un service pour pouvoir voir ce fichier. Donc, il y a quelques steps comme ça qui prennent juste du temps. Il y a un fichier parquet corrompu. Comment est-ce que je peux l'examiner? Parce que typiquement, les SQL Engine, tu dois peut-être créer une table sur ce fichier-là parce que comme le fichier est corrompu, il y a donc c'est vraiment un truc très spécifique. Mais avec DuckDB et le CLI, en une ligne de code, je sais exécuter un SQL sur ce genre de fichier. Ça, c'est clairement un truc, moi, ça m'a stupéfait la première fois que j'ai vu effectivement que en quasi rien de temps, on pouvait aller chercher un fichier sur un S3 et puis le triturer, voire faire une requête sur plein de fichiers, et il était capable de lire ces fichiers parqués à distance. Moi, c'est le truc sur lequel je me suis dit, waouh, là, il y a un truc qui est quand même, tu vois, c'est quand tu as un peu de culture unixienne, tu adores les outils qui sont en ligne de commande et qui permettent de faire sur des one-liners pour faire des choses. Et là, tu te dis, ça peut aller de tout à tout. Alors, c'est marrant parce que, tu vois, je vais souvent, quand je parle de technologie et de technologies qui font un peu tout, j'ai tendance à parler du canard. Je dis, ouais, un canard, ça ne vole pas aussi vite que l'oiseau qui vole le plus vite, ça ne nage pas aussi vite qu'un poisson, ça ne court pas aussi vite qu'un lapin. Et finalement, DuckDB serait peut-être le canard de certaines choses, parce que donc c'est assez bien trouvé finalement. C'est super analogique, j'ai jamais pensé que je réutiliserais définitivement, ouais, c'est vrai. Et donc tu as ce canard, mais
au final, le truc, c'est qu'il court vachement plus vite que le lapin, puisque quand on voit les performances que l'on arrive à faire sur la Ouais, lecture de fichiers parquet et sur la vitesse à laquelle on arrive à faire des queries par rapport aux autres query engine, distributed query engine du marché, c'est assez stupéfiant, quoi. Et ouais, donc c'est clair que là-dessus, il y a un truc qui a changé, l'approche qu'on a. Quand on voit, par exemple, il y a un gars qui bosse chez Microsoft et qui, dans Fabric, processe des données, plutôt que faire du Spark, il processe les données avec un worker Python et il processe ses fichiers, ses delta tables dans Fabric avec ça. Et le mec dit, ben, c'est infiniment plus simple que ce qu'on faisait auparavant, quoi. ouais. Oui, je pense qu'il y a vraiment une question de simplicité. Enfin, j'ai toujours eu cette pensée que je pense que le succès de DuckDB aurait été quasiment aussi gros, même s'il était deux fois plus lent qu'il l'est aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment une question de simplicité. Et je pense que Jordan aussi a un blog là-dessus, et j'en ai parlé aussi, c'est que les gens ont, tu sais, cette notion de rapidité, combien de temps va mettre ma query à être exécutée? Mais en réalité, j'ai une question, Hum, et en combien de temps je peux avoir la réponse? Peu importe mon ouais, contexte de mon setup. exactement. Et c'est ça qui est le coût. Parce qu'au final, oui, il y a des coûts infrastructure et technologiques, mais on sait très bien que pour la majorité des entreprises aussi, c'est le coût des développeurs qui prennent majoritairement dessus. Et donc, au plus un développeur en fait a besoin de moins d'outils et peut faire des choses de manière plus rapide. Donc là, c'est par exemple une pensée que j'ai. Je dis, je pense que même si DuckDB avait été plus lent, en fait, je pense que les gens auraient été plus efficaces et plus rapides sur les choses. Et donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment un point important que les gens apprécient au-delà de la rapidité, effectivement, c'est un outil très rapide en termes de performance. C'est juste très facile à installer, très facile à lancer. Euh, et d'ailleurs, là-dessus, juste petite anecdote, on a aussi pas mal d'universités, que ce soit aux États-Unis ou d'autre part, qui rebrandent leur cursus SQL Ouais. avec DuckDB. Parce qu'il n'y a rien à faire si tu veux fournir un environnement SQL ready pour les gens qui apprennent le SQL. C'est DuckDB est le plus simple à démarrer en termes d'infrastructure et en termes de possibilités. On a eu sur ce podcast il y a quelques semaines euh, Florian Caringi de la BPCE qui nous expliquait que pour les développeurs, pour éviter de leur fournir des sandbox sur Google BigQuery, ils leur fournissent des sandbox avec des samples de données, avec un DuckDB, et ils élaborent leur requête SQL localement sur le sample de données qu'ils ont sur leur machine. Et ensuite, ce SQL est transformé pour être mis dans le Global Data Warehouse qu'ils ont, qui est Hmm. sur BigQuery. Et ça, Ouais, ça change plein de choses parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, il fallait spawner une ressource dans le cloud, il fallait se mettre. Enfin, c'était infernal. Maintenant, vous avez un notebook dans votre poste de travail et vous pouvez commencer à élaborer des scénarios quand même super avancés ouais, en accédant à des données facilement. Donc, ça, c'est effectivement un truc qui a changé la donne. Mais il subsistait quand même à un moment donné quand les gens disaient ouais d'accord, ok, je veux bien qu'on fasse des trucs en local sur le poste de travail, je veux bien qu'on fasse des batchs de transformation de données avec, mais mhm, moi j'ai besoin de connecter ouais, mon tableau ou autre pour pouvoir faire un dashboard sur cette donnée. Parce que effectivement, bon, c'est bien mignon votre truc qui tourne dans une fonction. Alors moi, j'ai développé des applications qui sont des applications Streamlit, par exemple, pour pouvoir faire des dashboards avec DuckDB en lisant des fichiers parquets. Mais bon, il y a des gens qui ont des outils standards. Et donc, ouais, ça me manquait effectivement une offre de data warehousing. Et c'est ce que Jordan a voulu faire avec Motherduck. Donc ça, c'est quand même un truc. ouais. Alors, comment ça Ouais, c'est un bon fonctionne point ouais, c'est un bon point juste pour récapituler que euh, la dépendance sur les outils BI est souvent un premier bloqueur pour les gens en DuckDB, c'est en fin de chaîne. Parce que le problème, c'est que tous ces outils BI,
il se repose sur un SQL engine externe. Ils ont un système de caching interne et tout ça, mais il y a un moment, il y a un espace de compute qui doit être là. Et donc, c'est ça avec un repository de données. Et donc, c'est ça qui est un peu plus compliqué de faire avec juste un object storage. Euh, et donc MotherDuck a aussi beaucoup d'intégrations comme avec Tableau, etc. Donc ça répond aussi à ces demandes de BI en fin de chaîne. Et il y a aussi la notion de vraiment juste de multiplayer, c'est comment est-ce que je partage de manière efficace mes données avec les autres personnes, comment je travaille sur le même set de données, tout en, euh, je veux dire, bénéficiant des choses sur DuckDB sur lesquelles je peux travailler localement, je peux utiliser le compute local avec l'exemple que tu donnais avec BigQuery. Donc, chez MotherDuck, il y a un aspect de recherche aussi sur le Dual Query Execution, qu'on appelait aussi avant Hybrid Execution. Et grosso modo, l'idée, en fait, c'est si vous travaillez avec DuckDB local et vous êtes connecté avec MotherDuck, on va essayer de pousser le compute là où ça a du sens. Donc, c'est pas une question, soit tout est processé sur le serveur, soit tout est processé sur le local. Il y a une partie qui peut être processée sur le local et une partie qui peut être processée dans le cloud. Donc, on a vraiment le meilleur des deux mondes. Au lieu d'avoir un setup où on a juste le client qui envoie du texte sur le réseau, une requête, et tout est compute sur le network, là on va essayer de faire un mix des deux. Donc ça c'est un premier point sur la philosophie, je vais dire, et la recherche sur MotherDuck avec DuckDB. Et puis le second point autour du data warehousing, c'est tout ce qui est donc travailler sur le même jeu de données, gestion des accès, donc partager spécifique set de données, mais tout en gardant vraiment la simplicité, la philosophie qu'il y a avec DuckDB. Et donc ça, je ne sais pas si tu veux que je montre ça maintenant, mais Ouais, il y a si, pas... on peut switcher Ouais, sur une démo parce que c'est super parlant, effectivement, une démo vu que ouais, tu as la possibilité de faire une démo, c'est super parlant de faire une démo de MotherDuck et de montrer cette intégration transparente, entre guillemets, entre ouais. le DuckDB local que tu viens de lancer et puis ce qu'on va pouvoir faire une fois qu'on étend ce périmètre dans le cloud. Ouais, super. Mais donc, ici, j'ai juste un DuckDB local qui tourne en CLI, mais c'est peu importe le client. Si vous utilisez Python, si vous utilisez Go, c'est juste une librairie installée, vous avez DuckDB qui tourne. Et en fait, n'importe où vous avez DuckDB qui tourne, vous pouvez avoir MotherDuck qui tourne, dans le sens où MotherDuck, en fait, c'est juste une extension. Donc, DuckDB a ce mécanisme d'extension pour lire sur S3, donc sur AWS, pour lire des fichiers Parquet, pour lire des fichiers Iceberg. Tout ça est un site d'extension. Donc, si je fais DuckDB extension avec un fin parce que je suis pas bien réveillé, vous avez en fait la liste des extensions qui sont built-in à DuckDB. Il y a aussi des community extensions. Vous pouvez créer votre propre extension et la mettre sur un espèce de store en ligne que les gens peuvent installer facilement. Et donc ici, ça c'est simplement les core extensions, comme on appelle. Donc il y a aussi une extension spatiale qui est très populaire pour tout ce qui est interaction avec le géospatial. Vous voyez Delta Lake, etc. Et donc, MotherDuck est là. Donc, c'est dans les core extensions. Donc, si vous listez n'importe où cette commande from DuckDB extension, vous allez voir l'extension MotherDuck qui ici n'est pas chargée. Ok. Et en fait, la magie des extensions de DuckDB, c'est juste pour contexte, c'est que elles vont s'installer et se charger de manière transparente. Donc, si je fais par exemple une query sur S3, j'ai pas d'URL là, mais euh, juste pour expliquer. Donc, si vous avez une URL d'un fichier S3 public, ceci va fonctionner directement. Donc il y a aussi, les gens sont plus familiers avec ce genre de query là.
Ouais, Il y a un from c'est vrai que statement qui est typiquement, le from ouais, sans le select est un truc qui déroute un peu quand on montre. exactement. C'est que le from, c'est une syntaxe spécifique de Gdb qui marche, où j'ai pas besoin de spécifier un select star. Mais donc, juste pour revenir aux extensions, quand je fais ceci, en fait, il y a, déjà là, il y a une erreur, juste là. Mais il y a deux extensions qui sont chargées et installées derrière par magie. Donc cette fonction-là, si c'est une URL, va fonctionner, je vais avoir le résultat. En fait, ce qui va se passer, c'est que DuckDB va voir que c'est un fichier parquet. Vous voyez, j'ai fait aucune fonction ici. Il y a des fonctions évidemment qui existent comme read parquet. Ok. Donc ça, c'est l'équivalent en fait. Et je n'ai même pas besoin de mettre cette fonction-là. Donc, il y aura une extension parquet qui va être téléchargée. Et comme c'est le fichier, le chemin du fichier est s3 donc DB sait qu'il doit télécharger l'autre extension HTTPFS. Tout ça est fait en millisecondes. Hein. Donc, et derrière. Et donc c'est ça un peu la magie. Et cette magie-là, on la reprend pour se connecter à MotherDuck. Et donc, pour me connecter à un cloud provider, qui est MotherDuck ici, c'est tout ce que j'ai à faire. Ça, c'est quand même incroyable parce que si vous devez faire un setup où vous devez mettre maintenant des queries qui tournent locales dans le cloud, que ce soit un setup sur Google ou AWS ou des plus petits cloud providers, il y a toujours plusieurs steps. Alors ici, si je fais si je lance en fait ceci, là maintenant je suis connecté sur MotherDuck. Donc si je monte en fait toutes les databases, vous voyez ça c'est toutes mes databases qui sont dans le cloud, ok? Puisque j'ai attaché en fait le terme attach, c'est un terme DuckDB qui dit voilà j'ai attach toutes les databases dans le cloud de MotherDuck. Et donc si je commence à faire des queries sur ce type de database, en fait je vais utiliser le compute qui est dans le cloud maintenant. Mais donc donc juste pour revenir sur le type de connexion. Comment est-ce que je me suis authentifié? En fait, j'ai un token qui est dans mon environment variable. Donc là, je n'ai eu aucun prompt dans le CLI. Si je retire ce token, je vais avoir un prompt pour me loguer. OK? Et donc un web redirection. Je m'authentifie sur MotherDuck et je reviens dans mon terminal et je suis aussi connecté. Donc ici, la magie, elle est au plus rapide parce que j'ai déjà un token qui est provisionné sur mes environnement variables. Mais même si vous en avez pas, le chemin pour se connecter est vraiment très très rapide. Donc ouais, ça c'est, je pense, vraiment, c'est juste pour revenir aussi sur la philosophie de DuckDB qui est dans la simplicité. Ici, il y a vraiment aussi une simplicité pour bouger du local vers le cloud. Une autre chose qu'on peut éventuellement montrer, donc parce que là évidemment j'utilise un client DuckDB, donc tout ce que je fais ici, vous pouvez le faire en Python, en Golang, etc. Vous devez juste installer le package de DuckDB et faire la même commande, attach avec un token qui est provisionné. Si maintenant je suis sur... Je vais juste rajouter une toute petite chose. Vous pouvez Ouais. même le faire si vous avez une application qui tourne dans le browser. Vous pouvez même le faire en utilisant depuis JavaScript l'implémentation Wasm de DuckDB qui vous permet de le faire tourner dans le navigateur. On peut le montrer, hein. Donc en fait, si je vais sur shell.duckdb.org, en fait ici j'ai le même CLI qui tourne en fait dans le browser. Je vais pas le faire ici parce que je suis en connexion, mais si par exemple je génère un jeu de données, toujours un jeu de données, donc ici j'appelle la fonction callDBGen qui va me générer en fait un set de données basé sur les benchmarks TPC-DS. Et donc si maintenant je monte les tables, voilà, j'ai des tables en fait qui sont là et je peux donc query ces tables. Et ça n'a pas bougé du navigateur, c'est ça qui est absolument génial. Exactement, voilà. Et donc en fait, en général, la démo que je fais, si je la fais en personne, je me déconnecte du Wi-Fi. Si je veux pas le faire parce que sinon je vais le perdre.
Euh, mais je vous invite à faire l'expérience chez vous, c'est aller sur shell.duckdb.org, créer un jeu de données où vous pouvez faire simplement un create table et aussi ça fonctionne, mais vous déconnectez du Wi-Fi. Parce que là, il y a vraiment une notion de dire, OK, mais où est-ce que cette donnée est générée, où est-ce que c'est compute? Et tout se passe sur le client. Il n'y a rien ce qui passe Ouais. sur le serveur. Donc c'est la même étape pour se connecter après sur MurderDuck. Et MurderDuck, donc ça c'est l'UI, on utilise le même principe en fait. On utilise donc DuckDB Wasm qui tourne dans le client du browser, et donc il y a certaines interactions, certains sets de query qui vont vraiment vous tourner au niveau du client. Et donc ça réduit considérablement les coûts sur le cloud, puisque vous utilisez plus votre laptop qui coûte assez cher si vous avez un MacBook. Et donc il y a vraiment une notion aussi de coût qui est assez réduit là-dessus. Alors, je vais pas aller sur toutes les choses sur le UI, mais ce que je vous invite, c'est qu'on a on a un jeu de données qui est je vais aller en fait sur DuckDB. Donc en fait sur l'UI de DuckDB, vous avez un notebook SQL et vous voyez que quand je clique, il y a aussi un explorateur ici directement qui me donne l'information. Donc ici je vois que par exemple sur sa page j'ai 2,88 millions de records. Et j'ai d'autres informations sur par exemple le download date. Et donc je vois directement que il y a eu de plus en plus. Donc ça en fait ce sont les statistiques de download du Python package de DuckDB. Donc juste avec le UI sans faire de query ici, hein, j'ai juste cliqué sur la table. Ça me permet d'avoir directement des insights sur la distribution de ma table. Et Ça, ça, c'est pour assez le chouette. coup, c'est ce mode distribué avec un petit bout qui est fait dans le navigateur, un petit bout qui est fait sur le serveur. Exactement. En fait, ici, quand je navigue sur les choses, et en fait, vous savez aussi faire des filtres. Alors, ça fait longtemps que j'ai plus été là-dessus. Mais tout est fait évidemment sur une fois que le plus gros important est chargé en fait dans le client. Tout est fait sur le client. C'est pour ça que c'est très snappy. Donc ici. Je regardais. Donc ça, c'est par exemple la distribution en fonction des années. Et voilà. Mais là, c'est vraiment un notebook assez classique. Il y a différentes chouettes choses au niveau de l'IA qui sont intéressantes. Donc, par exemple, si je fais une faute ici sur le nom, donc là, la query va fail. Et en fait, je vais avoir un IA voilà, qui me dit directement, excellent. c'est pas la bonne table. Et en fait, cette feature-là, by the way, a été reprise par Databricks, donc c'est qu'on fait quelque chose de bien. Parce qu'il y a une notion en fait d'intégrer l'intelligence artificielle avec le workflow SQL est vraiment difficile. Classiquement, les gens mettent des chatbots un peu partout. Le problème, c'est qu'il y a vraiment une itération qui est un peu plus lente, et aussi le fait que ici, on n'a pas tout le contexte comme dans un chatbot. Ici, on l'a. On sait exactement le nom des tables, le nom des colonnes. Donc, si je fais une erreur, par exemple, sur un nom des colonnes, ou si je fais, par exemple, une erreur sur, je sais pas ce qu'il va prendre pendant ça. Je vais retourner. Donc là, je vais juste réexécuter la query. Alors, il va me voir qu'il y a un problème. Donc, c'est ligne par ligne. Si déjà c'est pas le bon nom de la colonne. Et puis ici il y a un problème sur le ink. Ah, ok, il le reconnaît pas, donc c'est un peu trop loin pour lui. Mais il va ici faire des suggestions sur des syntaxes SQL. C'est pas juste sur les noms des colonnes et des tables. Mais donc ça c'est un service qu'on appelle, s'il s'appelle Fixit. On a aussi d'autres fonctions. On a justement fait un blog là-dessus
récemment ici sur la fonction prompt. Et en fait, ça te permet de générer des données avec une seule fonction. Donc, et d'avoir un retour structuré. Donc, admettons par exemple, tu as des codes de, de pays, ok, donc UK, FR, et tu veux le nom complet, ok. Ça, c'est une action qu'un LLM sait très très facilement faire du moment que tu sais faire un retour structuré. Tu dis, je vais avoir une colonne avec le nom du pays en entier. Et donc, avec la fonction prompt, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Vous voyez ici, il y a un exemple. Et bon, là, tu peux demander un résumé d'un texte, etc. et tout, mais tu pourrais dire, voilà, basé sur la colonne X, donne-moi le full nom du pays. Et donc, ça va te rajouter une colonne avec ce nom de pays entier. Ouais, Donc ça, il y ok. a vraiment aussi une notion de nouveau de pas juste mettre un chatbot où on va parler et faire tout ça, mais vraiment voir comment dans le workflow SQL on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité. Donc ça, Et, c'est vraiment des choses spécifiques à MotherDoc, deux exemples que j'ai cités. Ouais. et tu disais que bon, voilà, c'est des exemples, c'est des extensions qui ont été faites qui permettent de pousser le langage un peu plus loin. Dans MotherDuck, je sais ajouter aussi des extensions telles que je peux le faire dans DuckDB. Tout à l'heure, tu soulignais le fait que DuckDB, on peut Ouais, créer sa propre extension et la faire tourner dans DuckDB. ouais, Est-ce que dans le DuckDB qui est dans MotherDuck, ouais. je sais Alors, ajouter aussi des extensions que j'aurais fait moi-même? pas pour l'instant, et simplement pour des raisons de sécurité. C'est tout le temps comme Ouais. ça, peu importe où des services hostés, tu vois, quand tu veux Ah installer bah des ouais. Python packages ou quoi que ce soit, t'es parfois restreint pour des questions de sécurité. Donc c'est simplement pour ça. On travaillera à un moment ou un autre sur un environnement sécurisé où les gens pourraient mettre leur propre extension. Mais au jour d'aujourd'hui, non. Il y a une liste, il y a une liste d'extensions qu'on supporte, ou je pense qu'on ne supporte pas, D'accord, ok. plutôt parce qu'en fait la majorité, en fait, voilà, ici. Donc ça, c'est la liste d'extensions Ok, qu'on je comprends. supporte Ouais. dans MotherDuck. Et, euh, et voilà. Mais après, ça ne t'empêche pas toujours si tu as une extension custom, d'utiliser MurderDuck pour certaines autres choses dans ton workflow. Donc, si par exemple, il y a une fonction qui te permet de lire, il y a une fonction qui te permet de lire d'un fichier Excel, ok? Donc, tu pourrais dire, je fais cette première query et elle tourne localement, j'injecte les données, et puis après, tout le reste, je processe dans MurderDuck si c'est Ouais. nécessaire. Mm. Donc, on a des workarounds. Un autre chose que je veux terminer peut-être pour la démo high level de MurderDuck, si vous allez sur duckdbstats.com, ça, c'est un projet qui est complètement open source et en plus, il y a une série de blogs et de vidéos que j'ai fait. Euh, donc, sur le README du projet, vous avez la liste, c'est en 3 parties de YouTube vidéos et de blogs. C'est assez conséquent comme projet, mais c'est un beau projet end-to-end pour apprendre à faire la transformation avec DuckDB, MotherDuck et Evidence, qui est un outil BI. Et en plus, vous n'avez pas une dépendance directe à part pour Evidence sur MotherDuck. Donc, si vous voulez vraiment juste découvrir avec DuckDB, donc aussi la transformation se fait avec DBT. Donc, il y a vraiment un set de tooling classique dans ce projet-là que je recommande, et c'est aussi assez bien pour J'aime démarrer. bien quand on dit set de tooling classique avec des trucs qui a 3 ans n'existaient pas, quoi. C'est ça qui est génial, je trouve. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'est un bon point. Je veux dire, un set de tooling qui devient un peu plus standard. Je pense que DBT, maintenant, ça reste encore un standard. J'entends bien que dans les entreprises plus classiques, c'est pas Non, non, mais encore. non, mais tu vois, ouais, tu vois, Mais ouais. c'est ce genre de truc-là. On est entre guillemets c'est c'est ces trucs hyper nouveaux, hyper innovants que certains ne savent même pas encore qu'ils existent au jour d'aujourd'hui. Et c'est pas un reproche, hein, parce que de toute façon, toutes les entreprises avancent pas à la même vitesse par rapport à ces sujets-là. Je Nous, on pense est que déjà en train de dire, voilà, c'est presque de je l'ancienne, de pense l'histoire que c'est ancienne. vraiment. C'est Ouais. presque Mais je ça, pense que quoi. c'est vraiment bien d'avoir ce rappel comme tu fais par exemple, moi, je suis très connecté avec le monde tech, le monde Ah ouais, américain, de la bah oui. Silicon Valley, etc. Et donc, de temps en temps,
Et donc, je suis toutes les news qui est partagée par ce réseau-là. Et parfois, c'est bien de revenir un peu sur Terre en se disant, mais en fait, la moyenne des entreprises classiques, en fait, ne sont même pas à ce stade-là. Parce que C'est clair. on est très vite biaisé sur notre bulle, en fait, Ouais. de réseau et de contact, en fait. Ouais, j'ai un client qui a pas si longtemps que ça m'a dit: «Oh là, mais arrête un peu mon ami, tu es en train d'essayer de nous faire passer de l'ère 2020 à l'ère 2030. Nous, il faudrait qu'on passe de l'an 2000 à l'an 2010, hein, donc on a encore quelques marches à grimper avant de pouvoir comprendre tes trucs là, hein, donc mais on se rend pas bien compte quand on est comme nous, le nez dans le guidon de ces innovations, hein, c'est clair. Mais oui, mais donc voilà pour Mother Duck. Donc il y a un free tier, donc vous pouvez vraiment commencer gratuitement et faire des side projects. Donc ce qu'on a pas mal de gens, c'est oui quelque chose en fait important quand même. Donc c'est très facile de uploader les données. Donc en une commande, vous savez mettre un DuckDB local et le mettre sur. Donc c'est simplement une requête SQL, copy database from. Ouais, c'est ça. Euh, Donc et on sait vous pouvez aussi, copier la database sur laquelle on aurait commencé sur son poste de travail, on sait la copier quasiment, ouais, je vais pas dire. insérer des données juste par record aussi. Et l'autre point, c'est que vous pouvez ajouter des fichiers directement dans le l'UI, que ce soit CSV, Parquet, et vous pouvez partager donc des données. Par exemple, donc le projet que je disais, DuckDB Stats, Mhm. si vous allez en bas, vous voyez qu'il y a une attach command et il y a un attach Ah, MD. Donc, excellent. la commande qu'on a fait pour se connecter à MotherDuck. Et ça, en fait, n'importe qui avec un compte MotherDuck peut accéder aux sources d'état de ce dashboard directement là, qui contient, il y a deux tables là. Euh, et donc, vous pouvez, Ça, si c'est je fais un, vraiment une super feature, quoi, parce que pour le coup, c'est toujours quand tu as un référentiel central et que tu veux que les gens puissent importer de la donnée dans leur sandbox ou des choses comme ça, cette capacité d'attacher un truc et de pouvoir le copier, de pouvoir voir même le référencer, se dire je vais créer une ouais, vue à partir de ce truc qui est à distance, mais c'est pas moi qui le gère et qui le fait évoluer. C'est quand ouais. même un truc qui simplifie la vie, quoi. Et si vous connectez votre compte, vous aurez une sample data database qui est connectée à tout nouveau account. Et il y a une série de datasets, Hacker News, etc. C'est des samples de données qu'on a là. Et vous avez des informations sur ces datasets-là que vous pouvez jouer avec, mais qui est directement partagé. Mais donc, il y a vraiment le principe que c'est vraiment facile de attacher une base de données qui est partagée de manière externe ou de vous créer un dataset public qui est partagé de manière externe. On a des gens, ce qu'ils font aujourd'hui aussi, pour donner un contre-exemple sans MurderDuck, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent un fichier DuckDB de metadata, donc dans lequel les données ne sont pas présentes, ok? Mm. C'est juste des vues, et c'est des vues qui sont sur des fichiers sur Parquet, qui sont hostés sur S3 par exemple, ou Cloudflare. Et donc les gens partagent aujourd'hui comme ça, ils disent voilà, là, vous avez un fichier DuckDB. Donc, le fichier DuckDB est très light. Mais le problème, là, c'est que si par exemple vous avez un fichier, donc le fichier est light et vous allez pouvoir commencer à faire query des parquets sur S3, mais quand ça commence à des tailles assez grosses, vous êtes vraiment avec une contrainte de votre bande passante. Hmm. Donc, c'est là où MotherDuck est vraiment bien parce que vous pouvez toujours utiliser cette méthode-là. J'attache cette base de données, mais je vais utiliser la connexion réseau MotherDuck S3 qui est beaucoup plus rapide. Donc juste en termes de network, même pas en termes de compute, ce sera déjà beaucoup plus rapide. Ah, ouais, je comprends. Ouais, donc le fait, au lieu de lire le fichier sur le conteneur S3 directement depuis ton DuckDB en local, tu le lis au travers de MotherDuck qui, lui, va maintenir peut-être un peu de metadata localement, des choses comme ça, qui va maintenir les headers de colonnes et tout ce qui s'ensuit de son Mais au-delà, côté. c'est moins ça, c'est vraiment plus. En plus, MotherDuck est installé aujourd'hui sur AWS.
Donc vous êtes sur le même network. Donc là, c'est Ouais, bien un sûr. maximum de gigabits de network entre AWS3 et un conteneur MotherDuck behind the scene versus votre laptop avec votre petite connexion Internet. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait que le compute peut être un peu plus grand. Donc il y a vraiment cette notion, ouais, de pouvoir. Moi, par exemple, typiquement, quand j'ai des requêtes S3 qui sont un peu plus larges, bah, tout ce que je fais, en fait, c'est simplement, je fais ce attach MD et je fais mes requêtes d'ici. Et par défaut, Mandrake, si je suis connecté, il va pouvoir, je vais pouvoir utiliser les ressources cloud à ce moment-là. Excellent. Et aujourd'hui, pour nos auditeurs, s'ils souhaitent démarrer avec MotherDuck, donc on disait le mieux c'est de commencer avec un DuckDB en local et puis ensuite de se créer un compte sur MotherDuck. Ouais, Et aujourd'hui, sur MotherDuck, il y a un free tier, c'est ça? On a une ouais, il y a un capacité. free tier. On va upgrader notre pricing, mais il y aura toujours un free tier prochainement. Mais si vous allez en produit en pricing, voyez, vous avez les infos et ce qui est compris, c'est jusqu'à 10 Go de stockage et un certain nombre de compute. Pas besoin de carte de crédit, mais voilà. Donc, Et honnêtement, pour beaucoup de le sites, compute, enfin le principal inducteur de prix, c'est deux principaux. C'est classiquement, enfin Jordan, de toute façon, venant de BigQuery, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. C'est du ouais, stockage et du compute, et puis ouais. basta. C'est là-dessus, c'est super simple et on est billé à la seconde ou à l'heure Ouais, de ce qu'on consomme. c'est ça, ouais. Et donc ça, je veux pas trop insister là-dessus parce qu'on est en plein de Ouais, ouais, ouais. changements sur le pricing, surtout à l'heure où la vidéo Va sortir, peut-être que ce sortira. sera déjà fait. Exactement. Euh, mais grosso modo, il y a vraiment le key takeaway ici, c'est qu'il y a un free tier. Il y a beaucoup de choses en side project ou vraiment juste en prototype que vous pouvez faire. Ouais, Quand vous commencez un free tier, en plus, vous êtes sur le format premium pendant un mois. Donc, vraiment, pendant un mois, vous pouvez utiliser vraiment un maximum de ressources. Après, vous êtes downgradé standard. Ouais. le free standard. Mais voilà, euh, vraiment, je vous invite à essayer en tout cas. Il y a pas mal de gens sur les utilisateurs existants DuckDB qui disent ouais, mais moi je peux mettre DuckDB sur mon runtime. Et c'est tout à fait vrai, hein, si vous avez des équipes DevOps équipées. Ouais, ouais, Mais ouais. il y a vraiment un point il y a d'autres sets de features qu'on a parlé, mais il y a aussi un point de vraiment 0 to 1, hein. Donc j'ai un truc local et je me connecte sur MorderDuck et je tourne ça. Ça va quand même beaucoup plus Non, rapidement. mais ce qu'il y a de très certain, c'est que effectivement, faire tourner une workload, moi je le fais, c'est faisable, ça tourne, on sait faire de la production avec, ça nécessite un peu de boulot pour le faire bien. Par contre, avoir cette jonction transparente entre le DuckDB en local par le jeu de l'extension que vous avez fait et être capable de travailler à cheval sur le local et sur le distant comme vous le faites, ben ça, il y a entre guillemets, enfin, rien n'est impossible. Hein. Si on a envie de rejouer à ça, on peut sûrement y arriver. Mais et il me semble que tu as une collègue qui avait fait un talk assez intéressant sur la manière de laquelle la query était interceptée pour être distribuée Oui, et qu'une partie de la query soit envoyée sur le serveur, une partie ouais. reste en local. Je me souviens plus quel était le talk en question, Mais de mais toute façon, si vous allez sur la doc, dans Architecture and Capabilities, vous avez ce point-là, Dual Execution, avec voilà. cette explication-là. Et donc, il y a d'autres informations là que je vous invite à aller voir. Mais oui, il y a d'autres choses en ligne. De toute façon, si vous tapez DuckDB sur YouTube, vous allez tomber sur ma tête, malheureusement. Il y a d'autres informations aussi Tu devances la question là-dessus. suivante qui était comment est-ce qu'on suit l'actualité DuckDB et comment est-ce qu'on te Ouais, suit toi. Donc effectivement, tu as une chaîne YouTube qui est très fournie, tu fais ouais. Donc plein de contenu. Murder Duck, on a un autre channel sur lequel on parle, enfin actuellement en fait on parle 90% de DuckDB et 10% de Murder Duck. On parlera un peu plus de Murder Duck dans les prochains temps. Mais donc vraiment j'invite les gens.
qui sont en data engineering ou intéressés par DuckDB, parce que j'explique pas mal de concepts. C'est vraiment pas un vendor channel où c'est du product pitch et des product features non-stop. Et donc, sinon, on a notre blog aussi, notre blog, et il y a aussi le blog DuckDB qui est intéressant à voir, donc duckdb.org/news. Et aussi, récemment, j'ai fait une squad ici que je suis en train de montrer, qui est DuckDB Dev. Donc, si vous utilisez daily.dev, je sais pas si tu connais, Non, c'est du une tout, écoute, je ne connaissais extension. pas. Ouais, Voilà, c'est une extension en fait. C'est assez populaire quand même en termes chez les devs, les software engineers, mais en gros, c'est une extension que quand vous ouvrez, qui est sur le browser, qui euh, qui scrape en fait tout des blogs, etc. et tout, et vous pouvez filtrer par excellent. technologie, etc. Et il y a aussi des squads. Donc, par exemple, moi, je suis sur un squad Rust où il y a des gens qui mettent du contenu spécifique là-dessus. Et j'ai construit une squad DuckDB où je mets en fait vraiment tout ce que je lis de manière hebdomadaire. Donc, je pense que là, c'est aussi une bonne place si vous voulez vraiment être on the edge. Je partage aussi les blogs Excellent. là-dessus, puis là-dessus Excellent. sur les réseaux sociaux. C'est cool. C'est cool. Eh ben, écoute, tu as répondu à la question pour te suivre. Est-ce que par hasard, tu seras à la DuckDB Conf qui se tient fin janvier, Oui, qui se tient oui, à j'y serai. Amsterdam fin janvier? Et Ouais. j'y serai, ouais. J'y serai. Je ne parlerai pas parce que je parle déjà beaucoup trop en ligne. Donc, je laisse tu vois, l'opportunité aux autres gens exprimer leur histoire. C'est toujours bien. Et je fais ça aussi pour les meet-up. Les gens toujours demandent ça. Ah, tu vas parler? Je dis non, c'est mon job en tant que Ouais, développeur ouais, mais advocate, c'est de amplifier les histoires des autres aussi. Et les événements en personne comme ça, c'est des bons événements pour permettre aux autres c'est clair, de, c'est clair. C'est clair, de parler de leur histoire. ça fait naître un peu, ça fait grandir un peu la communauté, hein, ce truc-là. Ouais, j'y serai peut-être, moi, à Amsterdam. Je ne sais pas encore exactement si je pourrais me libérer pour y aller. Et je crois que, si ma mémoire est bonne, Christophe Blefari, qui est venu parler Oui, ici sur ce ouais, podcast déjà par le passé, fera un talk. Il va parler, je crois, de Yato, son orchestrateur SQL. oui, Euh, qui évidemment tout à tourne fait. au-dessus de DuckDB. Donc, ça sera à mon avis super intéressant. Je pense que je vais quand même me débrouiller pour faire le déplacement et puis pour venir. Je pense que ce sera un chouette groupe, il y aura un chouette groupe de personnes Ouais, ouais, tout à et, fait. euh, et donc voilà, ouais. Puis c'est pas trop loin de Paris en train, Non, ça c'est va, pas ça encore. va, ça reste raisonnable. Je vais. Si vous n'avez pas compris, mais je pense que ceux qui ont l'oreille la plus sensible auront compris que Mehdi est d'origine belge, même s'il parle 90% de son temps en anglais maintenant. Il a laissé quelques petites... on vous donne un petit quiz. Dites-nous à quelle minute de l'épisode il a laissé des preuves J'ai de dit à ça. 90, Ouais, j'ai tu as dit à lâché un 90 90 avant. quelque part. Mince. Exactement. Donc ouais, je vais souvent en Belgique et c'est vrai qu'effectivement Amsterdam c'est pas si loin que ça derrière en fait finalement quand on fait la chose. Mehdi, mille merci pour ce moment passé ensemble et tout ce que tu nous as montré. Je pense que ça a dû passionner les gens et puis je pense que ça va faire qu'il va y avoir des gens qui vont te suivre pour en savoir plus sur DuckDB. Nous, sur le Slack du Big Data Hebdo, on a depuis peu, à la demande de gens qui me voyaient souvent poster des choses sur DuckDB, un channel dédié à DuckDB. Donc, évidemment, ça va compléter ce channel va se compléter avec ce que tu nous as montré comme ressources. Là, je vais effectivement aller parcourir ça et puis alimenter nos auditeurs. Merci. À très bientôt, Mehdi. Ouais, merci. Au revoir.